Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au siège social de la société Artexis. Artexis est une société spécialisée dans l'organisation de salons et dans la gestion de palais d'exposition. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer son CEO, Eric Évrard, qui était manager de l'année en Belgique. Je vous invite donc à venir à cet entretien. Bonjour Monsieur Évrard. Tout d'abord, merci de nous recevoir dans vos locaux, ici au siège à Bruxelles, capitale de l'Europe. Voilà, est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter et présenter la société Artexis? Alors, mon nom est Eric Évrard, j'ai 50 ans, j'ai diplômé de la Louvain School of Management il y a 28 ans maintenant. Et alors, je dirige donc une entreprise qui s'appelle Artexis, que j'ai créée il y a 15 ans. Artexis emploie 400 personnes aujourd'hui dans à peu près une quinzaine de pays, principalement en Europe. Nous faisons deux métiers. Nous organisons des salons, on crée des salons un peu partout donc, en Europe, et nous gérons des halls d'exposition, des centres de congrès. Voilà, ça c'est les deux métiers de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise aujourd'hui est à peu près, on vient de dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année-ci. Alors, on voit bien que vous avez des métiers très particuliers. En stratégie, nous avons vu avec les étudiants les concepts de mission stratégique et de vision stratégique. Donc, qui sommes-nous, que faisons-nous et où allons-nous? Est-ce que vous pourriez nous parler de ces concepts dans votre entreprise? Oui, pendant très très longtemps, on a eu un concept, une mission assez simple qui était « We create ultimate marketplaces ». Donc, nous créons des places de marché ultimes. Un salon, c'est une place de marché où des acheteurs et des vendeurs se réunissent. Et donc, c'était assez auto-centré. C'était regardez comme on est fort, regardez nos muscles, we create ultimate marketplaces. Et puis, en réfléchissant à la responsabilité sociétale des entreprises, dernier cri, 2.0, on dit parfois, on a essayé de dire, tiens, mais est-ce qu'en disant ça, on remplit un rôle sociétal? C'est quand même bien qu'une mission, non seulement soit belle, mais en plus, contribue positivement à la société. La réponse en disant, we create ultimate marketplaces, était non. On ne remplit pas un rôle sociétal majeur. Et donc, on s'est posé la question, on s'est remis en cause et on a cut a long story short. On est tombé sur, on a trouvé pour finir une nouvelle mission qu'on a mis en place il y a maintenant 12 mois et qui est Visit the Future. L'idée étant que le visiteur qui vient visiter un salon, on va lui montrer son futur. Le futur de son industrie, de son métier. Et on veut que lorsqu'il quitte le salon, après l'avoir visité, il ne soit plus tout à fait le même professionnel. Une sorte de formation continue en une journée, qu'on lui ait montré, ouvert les portes du futur. Ce faisant, bien entendu que si nous parvenons à lui ouvrir les portes du futur, il va dire à ses collègues de venir visiter le salon, il reviendra visiter le salon, et nous serons le ultimate marketplace, qui sera une conséquence. Et ça transforme l'entreprise profondément, puisqu'avant on était des vendeurs de mètres carrés, de stands, et des publicitaires qui attirions des visiteurs. Aujourd'hui, on est dans le business de changer la vie des gens. Donc nos collaborateurs ont une toute autre mission. Ça a profondément transformé l'entreprise. Et aujourd'hui, on se bat pour que toutes les innovations soient présentes sur nos salons, qu'il y ait des conférences, des séminaires, des démonstrations, telles que le visiteur va se dire « Ah, merci, j'ai appris, j'ai grandi dans ma fonction. Et bien entendu, je conseille le salon à mes collègues, à mes amis, etc. » Donc, transformation de la mission. Bien. Alors, peut-être vous pouvez nous préciser, vous nous avez dit tout à l'heure la mission. Est-ce que la vision stratégique, vous avez une phrase qui permet de la préciser? Oui, alors, ça recoupe un peu les différentes notions qu'on a évoquées. C'est heureux d'ailleurs, parce que si c'était tout à fait différent, ce serait un problème. Donc, on a trois éléments, trois piliers de la vision. Le premier, c'est « We develop our people and partners ». Donc, il y a cette notion de contribution éducationnelle aux stakeholders internes, externes. Donc, on pense qu'on va montrer le futur en donnant
en éduquant, en partageant avec des collaborateurs internes, externes, les meilleures pratiques techniques de l'organisation et les meilleures pratiques sectorielles de tous les secteurs que nous servons. Donc ça, c'est le premier élément de la vision. Le deuxième élément de la vision, c'est que nous voulons être à la pointe de la technologie et du marketing. Donc, encore une fois, au quotidien, vous devez prendre des décisions d'investissement. Vous pouvez investir dans vos halls, dans les sanitaires, dans les chemins d'accès, dans les parkings, ou dans votre IT, votre ERP, votre marketing, votre technique. Or, la digitalisation de l'économie génère des challenges considérables au niveau marketing et technologique. Et donc, quand il y a un choix à faire, on va privilégier le marketing et la technologie. On veut être la boîte la meilleure au niveau marketing et technologique, au service de Visit the Future et de nos salons. Et le dernier élément, c'est véritablement d'être au service des communautés. We serve communities, on est véritablement là pour, pas pour faire de l'argent, on considère que le profit est une conséquence. C'est important parce que beaucoup d'entreprises qui vont dire, mais moi je suis là, mon objectif c'est de faire du profit. Nous on est là pour servir des communautés, pour faire qu'elles vont découvrir le futur, qu'elles se rencontrent, qu'elles fassent des affaires entre elles, qu'elles fassent du sourcing. On est au service d'une communauté. Quand on remplit cette mission à fond, la conséquence, c'est qu'on fera du profit. Mais il faut mettre les choses importantes d'abord. Et pour moi, la vision arrive, elle n'est pas moins importante que le profit, mais elle arrive bien avant le profit. Le profit est une conséquence d'un métier que vous avez bien fait, d'une mission que vous avez bien réalisée, surtout si en plus elle a une plus-value sociétale, et que vous avez bien servi une communauté, alors vous avez le droit d'avoir votre part de profit. Alors on voit très bien que vous avez pris une option dans la mission, c'est plutôt la logique de mantra. Ça veut dire une phrase très courte et qui peut être facilement diffusable vers vos employés et sûrement vers l'extérieur. Alors quelle est votre position par rapport à ces deux écoles, une école d'une mission assez longue, assez précise, versus un mantra, une phrase très courte? Les deux ont sans doute des avantages et des inconvénients. Nous sommes des communicants, des communicateurs, on est dans le secteur de la communication, organiser des salons, c'est ça. La force d'un mantra est bien entendu plus percutante, plus grande. Elle oblige à aller vers la substantifique moelle. Elle oblige à vraiment se poser la question de savoir pourquoi êtes-vous là sur place, quel est votre objet social réel, quelle est votre contribution sociétale. On peut faire des grandes phrases, nos collaborateurs ne vont pas être capables de les répéter. Je ne vous dis pas les clients et les stakeholders. Si c'est 3 lettres, Visit the Future, décliné sur toutes les pubs, vers les exposants, vers les visiteurs, vers les associations, vers les collaborateurs, donc internes, externes, et resservi à la limite à toutes les sauces. On fait des salons du packaging, ça devient Visit the Future of Packaging. On dit à nos collaborateurs ou à nos candidats qui viennent travailler chez nous, venez voir le futur des salons chez nous, c'est là que vous l'apprendrez. Donc si on est des communicants et qu'on aime percuter, un mantra est plus percutant qu'une longue phrase que je défie la plupart des employés même d'être capables de répéter dans une entreprise. Ici, 100% des collaborateurs peuvent dire la mission de cette entreprise, c'est Visit the Future. Alors, on voit aussi dans votre entreprise, lorsqu'on va se promener sur votre site web, que les valeurs sont bien présentes et ont été déclinées. Est-ce que vous pourriez nous partager les valeurs de l'entreprise et pourquoi, pour vous, c'est un élément important? Pour moi, les valeurs d'une entreprise, on nous l'a appris très tôt à l'université, c'était une des belles leçons des cours à l'université, c'est la boussole au quotidien de nos décisions. On est amené à prendre des décisions tous les jours et nos collaborateurs sont amenés à prendre des décisions tous les jours et il faut un cadre de référence, il faut une grille de référence, un référentiel pour prendre des décisions. Vous allez à gauche, vous allez à droite, pourquoi? Moi, je considère que les valeurs sont véritablement la boussole pour prendre les décisions. Donc quand j'ai des doutes, je me réfère aux valeurs de l'entreprise. Hier soir, on est dimanche soir, on a des mails qui circulent, vous savez aujourd'hui c'est facile, et on copie tout le monde et on a un problème sur un salon avec un nombre de visiteurs
on hésite entre deux nombres parce qu'il y a eu une erreur technique, etc. On a communiqué mal pendant les premières journées du salon parce qu'un scanner a mal scanné et on est en train d'inflater un peu, d'augmenter le nombre de visiteurs. Et donc le dernier jour, c'est le moment ou jamais de remettre les compteurs à zéro et d'annoncer le vrai chiffre ou de rester dans son erreur. Qu'est-ce que vous décidez? Vous avez annoncé tous les jours une croissance et puis vous devez peut-être annoncer que c'est un très bon salon mais qu'il n'y a pas de croissance en fait parce qu'il y a eu une erreur de scannage. Comment vous décidez? Une des valeurs d'Artexis, une des 5 valeurs, pas trop de valeurs. On en avait 8 avant, c'est trop. C'est comme pour le mantra ou la longue mission, les gens ne peuvent pas répéter, il faut être concis. C'est integrity. On ne ment pas, on dit la vérité, on respecte les lois. Donc c'est facile, votre décision est prise facilement parce que vous dites non, attendez, on va pas, parce qu'on a fait une erreur de scan, on ne va pas mettre à mal une des valeurs de l'entreprise. Donc, on annonce le vrai chiffre, tant pis si c'est une mauvaise nouvelle le dernier jour, alors que le salon a été bon pendant toutes les journées. Et donc, c'est un référentiel pour les décisions à prendre au quotidien. On ne peut presque pas s'en passer. Je trouve que tout entrepreneur qui démarre devrait se dire quelle est ma mission, quelle est ma vision et quelles sont mes valeurs. Il est équipé, il a son GPS, il a sa boussole, il est équipé pour commencer à travailler. Vous pourriez nous donner les 5 valeurs? Oui, alors les 5 valeurs de Artexis, la première c'est Creative Entrepreneurship. Donc ça veut dire qu'on demande à nos collaborateurs d'être des entrepreneurs. On accepte les erreurs, on a même un prix annuel pour l'erreur dont on a le plus appris. À la limite, celui qui n'a fait aucune erreur va finir par avoir un problème chez nous. Parce que ça veut dire qu'il n'a sans doute pas assez entrepris. Donc on l'a mis dans nos valeurs. On attend de vous, chers collaborateurs, que vous soyez des entrepreneurs créatifs. C'est ce qu'on attend de vous. On n'attend pas que vous ne fassiez jamais une erreur parce que vous ne prenez jamais aucun risque. Bon. Deuxièmement, on est là pour servir des communautés. Donc un organisateur de salon réunit une communauté, le packaging, l'art, l'antiquité, la construction, enfin... Il y a des communautés pour tout. Et donc, on est littéralement au service des communautés que nous desservons. La troisième, c'est Talent Development. Donc, Visit the Future, c'est développer le talent de nos visiteurs. Mais Talent Development, c'est aussi en interne. On dit haut et fort à tous nos collaborateurs que nous voulons les amener à leur potentiel le plus important. Donc on va les former de manière constante, online, offline. On a créé une université dans l'entreprise, on l'a appelée Academy, Artexis Academy, pour en permanence former nos collaborateurs à ce qu'ils deviennent les meilleurs professionnels de leur secteur. Donc, on le fait pour le monde extérieur, Visit the Future, et on le fait aussi pour le monde intérieur à l'entreprise par cette académie. Donc Talent Development. Et puis 2 dernières valeurs qui sont des modus operandi de l'entreprise, c'est integrity, comme je l'ai dit, donc on respecte les lois, les gens, on ne ment pas, on dit la vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et enfin, having fun, on est profondément convaincu, qu'on ne vit qu'une fois, que la motivation, c'est le travail plus le plaisir, pas seulement le travail et l'argent, mais c'est le plaisir qu'on a au quotidien, et donc il y a une véritable... Et on dit aux gens, le patron ne peut pas être responsable de having fun. C'est la responsabilité de chacun d'entre vous, au quotidien, de faire que l'environnement de travail permet d'avoir du plaisir dans son travail. C'est le travail de chacun, la responsabilité de chacun. Une contribution personnelle à l'entreprise. 5 valeurs simples. On doit être entrepreneur, intègre, on s'amuse, on est là pour servir des communautés et on veut vous amener à votre plein potentiel. Alors on voit bien, vous avez bien planté le décor de la société, d'Artexis, et Artexis existe dans un secteur, le secteur donc des salons. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu une vue de ce secteur, de comment il fonctionne, quels sont les facteurs clés de succès dans ce secteur? Voilà, c'est un secteur qui est vieux comme le monde. On dit que c'est le 2e plus vieux métier du monde parce que des villes, si vous lisez Les Piliers de la Terre de Ken Follett par exemple, vous découvrez que des villes anglaises se développent autour du marché de la laine durant le Moyen-Âge. Donc c'est un très très vieux métier. On crée des places de marché où les acheteurs et les vendeurs se réunissent une fois par an. Donc vous avez des salons à peu près pour tous les secteurs, les plus généralistes, l'automobile, la construction,
ou les plus verticaux, la citerne d'hydrocarbures, le data warehousing. Donc vous avez des salons pour tout. Et quand il n'y en a pas un pour un secteur, creative entrepreneurship, les valeurs, vous lancez dans le secteur, ce n'est pas normal. Dans le monde des médias sociaux virtuels, Facebook, LinkedIn, etc., plus il y aura du virtuel, plus nous disons, à un moment donné, il faut se voir, il faut se toucher, il faut humer le produit, il faut l'essayer, il faut se rencontrer, il faut se toucher, il faut du real life social media. Donc, on ne se sent pas du tout attaqué, au contraire, par cette digitalisation de l'économie. Elle appelle, au contraire, à ce qu'une fois par an, au moins, on se rencontre physiquement, et que la vraie vie puisse avoir lieu, puisse se réaliser. Donc, je dis tous les secteurs, très trendy à l'heure de la virtualisation, et toutes les régionalités. Vous pouvez avoir un salon pour une province, vous pouvez avoir le salon de la construction de la province d'Anvers, nous l'organisons. Je dis, il n'y a aucun concurrent, vous êtes le plus fort dans votre province, mais il y a un salon national qui s'appelle Batibo. Bon, et puis il y a des salons européens de la construction, donc vous avez des régionalités qui se superposent sur ces métiers. Alors, parfois les cas sont vides, mais en général elles sont remplies. Vous avez des salons certainement nationaux pour à peu près tout, et puis vous avez des grands salons mondiaux ou continentaux, hein, un en Europe, un en Asie, un aux États-Unis, pour des sujets plus verticaux. On peut dire que plus le sujet est horizontal, la construction par exemple, plus vous pouvez avoir un salon dans une petite géographie, une région par exemple, plus le salon va être hyper spécialisé, et plus ça va demander un plus grand territoire, et donc ça peut être un continent, voire le monde entier. Mais vous pouvez mettre ça en carte, verticalité du salon ou horizontalité du salon, géographie, de provincial à mondial, et vous pouvez mettre là-dessus toutes les industries au monde, tous les sujets au monde, et donc ça vous donne quand même un possible qui est quasi infini. Alors justement, dans ce que vous venez de nous présenter, on se pose la question, mais quelle est la stratégie concurrentielle qui est suivie par Artexis? Est-ce que ce serait plutôt une stratégie de différenciation? Est-ce que ce serait une stratégie de niche? Ou est-ce que ce serait plutôt une stratégie de prix bas et de domination par les coûts? Eh bien, comme je viens de vous décrire qu'il y avait beaucoup de lieux de concurrence différents, puisqu'ils peuvent être thématiques, ils peuvent être géographiques, etc. On va adapter notre stratégie, je dirais quasi en fonction de chaque cas. On a par exemple une stratégie de leadership en Belgique. Donc là, sur le territoire belge ou le territoire suédois, on est le plus grand organisateur, et là, on a une vocation à être le leader géographique. Donc, on va faire beaucoup de salons de thèmes différents, et un maximum de salons de thèmes différents. Donc là, ça, ce sera une première stratégie. Je me déplace de quelques kilomètres, j'arrive en Allemagne. Qui suis-je comme PME belge pour aller expliquer aux gens qui font les plus grands salons au monde, les Allemands, que je vais faire mieux qu'eux dans leur pays? Mission impossible. Je n'ai aucune chance. Donc je vais adopter une stratégie de rupture majeure, et là, je lance à ce moment-là le EasyJet ou le Ryanair des salons. Donc une stratégie par les coûts, où pour un dixième, un vingtième, un trentième du coût de participation à un salon pour un exposant, je lance une formule, ça s'appelle Easy Fares, de salons low cost, dans un pays où les salons coûtent extrêmement cher. Et donc je capte une série d'entreprises, de clients, qui n'avaient pas les moyens, surtout des PME, d'aller dans les grands salons, et qui par contre trouvent que la simplicité de ma formule, qui est pas cher, 2 jours seulement, c'est moi qui construis tous les stands, donc vous arrivez la veille, vous partez le lendemain, c'est très simple à utiliser, donc simplicité du easiness, ça s'appelle Easy Fares, et là je lance 80 salons comme ça en Europe, contre des mastodontes que je n'aurais jamais pu battre en étant un MeToo et en faisant la même chose qu'eux. Et qu'est-ce qu'il y a eu de rupture importante dans ces salons? Quelle est leur particularité? Ils ont pris le contre-pied des habitudes du secteur, à peu près les contre-pieds sur chaque élément, chaque caractéristique du secteur des salons. Par exemple, on interdit à l'exposant de construire son stand. Ce n'est pas
autorisé, c'est interdit. Personne ne l'avait jamais fait. On dit, nous construisons les stands et vous aurez tous le même. Comme ça, la petite entreprise a les mêmes chances que la grande entreprise. On va limiter la surface à 48 mètres carrés, 4 modules de 12. En général, on vend 1,1 module en moyenne. Donc, on vend des stands à peu près de 12 mètres carrés. Donc, ça veut dire que les gens ont joué le jeu de prendre une petite surface. Quand dans le métier traditionnel, on va dire, mais prenez un stand le plus grand possible, n'est-ce pas? Et dépensez le plus d'argent possible. Moi, je vous interdis de dépenser trop. C'est 4 000 € pour le stand de 12 mètres carrés, c'est tout équipé, etc. Les stands traditionnels, c'est 4-5 jours. Nous, on a dit 2 jours. Bon, les stands traditionnels, c'est international, national. Nous, on a dit plutôt régional. Donc, régional, 2 jours, 4 000 €. Et je vous interdis de prendre un grand stand, je vous interdis de construire votre stand. C'est simple à utiliser. Donc, au début, on nous a pris pour des fous. On nous a dit ça n'a jamais marché. Et là, ça a été une déferlante de succès parce que le marché a dit mais c'est génial. Enfin, c'est simple de faire du business. Et vous nous avez aussi parlé d'une stratégie d'ultra niche sur des produits bien particuliers, mais là alors qui ont une dimension, je suppose, internationale. Oui, donc alors après un leadership national Belgique-Suède, un espèce de challenger, de rupture avec EasyFairs en Europe, quand on s'est dit, bon, ben, il faut continuer à croître, qu'est-ce qu'on peut faire? On a mis au point cet troisième élément de la stratégie que l'on fait au quotidien en même temps que les deux autres. Hein. Donc c'est assez amusant de savoir qu'on a des stratégies comme très différentes en fonction des marchés que l'on dessert. On a dit, comme PME belge, encore une fois, avec des moyens qui ne sont pas illimités, on peut sans doute être leader mondiaux, mais alors il faut être ultra niche. Donc on prend un sujet très vertical. Je prends par exemple, c'est le cas, la citerne d'hydrocarbures. Hein, donc c'est les grandes citernes que vous voyez le long des raffineries. Vous imaginez, vous n'avez pas envie qu'il y ait des fuites, vous n'avez pas envie qu'elle explose, vous n'avez pas envie qu'il y ait des gaz qui s'échappent, etc. Donc c'est très technique, technologique, beaucoup de réglementations autour de ces sujets. Et bien là, hyper vertical, ça concerne peu de gens dans le monde, mais c'est très important comme sujet, beaucoup d'investissements, on va être les leaders mondiaux. Donc on a commencé par acheter le salon leader en Europe, ça c'est une acquisition, M&A, et puis on a racheté le magazine leader dans le monde. Donc on avait le salon leader en Europe, le magazine leader dans le monde, on les a mis dans une équipe, et puis on a lancé au Canada, à Abu Dhabi, à Singapour, à Hambourg, et on est en train de devenir le grand provider d'informations et de business contacts d'une ultra niche qui est l'industrie du tank storage. Et je peux vous dire qu'on en construit en Afrique, en Asie, en Russie, dans le Moyen-Orient, on en construit partout, des tank storage en permanence. Donc plus l'économie se développe, plus on construit des citernes d'hydrocarbures. Et ça, on peut l'appliquer sans doute. Notre stratégie, c'est de dire, dans 10 ans, on veut être leader mondiaux dans 20 niches. Donc on doit trouver 2 niches par an en moyenne pendant 10 ans. Ça nous fera 20 niches. Et là, on aura réussi notre mondialisation. On a déjà réussi de passer de Belges à Européens, ce qui est déjà un gros challenge. Là, on aura réussi notre mondialisation, de passer de Européens à mondiaux dans 20 ultra-niches. Alors, on voit très bien votre stratégie et on se pose la question, mais finalement, comment se fait-il que les autres ne savent pas faire la même chose qu'Artexis? Quelles sont finalement les sources d'avantages concurrentiels? Qu'est-ce qui fait la différence? Comment arrivez-vous à être aussi efficace sur ce marché? On n'est pas les seuls. Hein. On n'est pas les seuls, on a quand même de la concurrence. Si on reprend les trois dimensions, être leader national, c'est sans doute être plus rapide. Là, on a ce côté entrepreneur, donc petite entreprise flexible, conseil d'administration qu'on peut réunir par téléphone en 5 minutes. Creative entrepreneurship, ça nous ramène à nos valeurs. On veut pouvoir prendre des décisions rapidement et un peu audacieuses, alors que nos concurrents étaient souvent des villes, donc des provinces, propriétaires, lents, à la détente, un peu peureuses. On a eu cette ambition et cette rapidité qui a fait vraiment la différence au niveau national. Au niveau européen, en lançant, vous savez, c'est pas facile de lancer un low cost. Hein. D'ailleurs, tout le monde se casse les dents aujourd'hui. On voit bien les grèves d'Air France d'il y a quelques jours, etc. C'est pas facile de lancer un low cost. Nous, on a créé une entreprise à côté de l'entreprise. On est parti à zéro. On a mis beaucoup d'argent au début pour faire un vrai low cost company. On a eu un courage que sans doute et une vision donc ça nous ramène à creative entrepreneurship. Que nos concurrents, ils riaient au début, puis ils riaient jaune, quand on a commencé à lancer des salons contre les leurs. Et aujourd'hui, 10 ans après, ils n'ont toujours pas eu, eux, le courage de créer leur division low cost.
hein. Donc c'est une bonne stratégie de différenciation. Sur la stratégie hyper niche mondiale, on n'est pas les seuls. On a, sur chaque lancement, acquisition, on a 10 acteurs mondiaux, mais pas 100, hein, 10. Il suffit de 2 pour que tout devienne cher, hein. Ça, c'est le marché. Mais donc 10, c'est très cher. On a 10 concurrents qui ont cette même vision que nous et qui voudraient bien aussi être leaders mondiaux dans d'autres niches. Forcément, parce que nous sommes un métier où le gagnant emporte la mise. On est des rendez-vous, hein. Ultimate Marketplace, on disait au début. Donc, place de marché ultime, il n'y en a qu'une. Il y a un salon de l'auto par ville, hein, ou par pays. Il n'y en a pas 2. Le gagnant remporte la timbale. Donc on peut se battre pendant quelques années et après il y a un vainqueur qui devient une espèce de monopoliste de son secteur. Donc on va friter, on va se disputer, on va être en concurrence avec un de ces 10 acteurs. Pour finir, l'un de nous gagnera, le plus dynamique, le plus entreprenant, celui qui aura peut-être le mieux formé ses collaborateurs. Alors on voit qu'il y a deux métiers, qui est le salon et la gestion des palais d'exposition. Est-ce que les enjeux stratégiques sont différents entre de la gestion d'un palais d'exposition, qui est quand même de l'immobilier, et le fait d'avoir ces salons? Est-ce que vous avez fait de l'intégration verticale? Est-ce que vous avez décidé finalement d'acheter certaines salles d'exposition? Alors, non, on n'a pas décidé d'acheter pour intégrer verticalement. Ce n'était pas la stratégie. Parfois, on voulait acheter des salons. Les propriétaires de ces salons étaient des halls d'expo ou donc des actionnaires d'une société qui possédait les deux et qui nous disaient « vous achetez tout ou vous n'achetez rien, mais vous ne pouvez pas seulement prendre les salons ». C'est comme ça qu'on est arrivé dans ce métier de gestionnaire. Bon, quand on veut être leader national, c'est assez confortable de posséder ces halls d'expo. Parce qu'il ne peut pas vous arriver grand-chose, c'est difficile pour un concurrent de venir vous faire de la concurrence dans votre propre maison. Donc ça limite quand même de facto l'entrée de concurrents. Et on a cette stratégie que dans les 2 pays où nous avons une stratégie de leadership national, c'est-à-dire la Belgique et la Suède, parce qu'on a des halls d'expo qu'en Belgique et en Suède. Donc c'est assez lié à cette stratégie de leadership national. Et alors aujourd'hui, si on veut regarder la stratégie d'internationalisation d'Artexis, quelles sont vos ambitions pour les années à venir? Clairement, c'est vous savez, quand vous êtes un challenger en Europe, il faut augmenter la taille des entités économiques que nous avons dans les différents pays. Plus, à un moment donné, ces entreprises sont grandes et plus elles vont permettre d'intégrer des éléments technologiques, de la formation et être profitables. Donc ça, c'est un élément. On est très implanté dans 15 pays en Europe. C'est énorme pour une petite PME en quelques années. Il y a peu d'entreprises qui ont fait ça. Mais ça veut dire que parfois, on a des petites business units. Dans certains pays, il faut les faire grandir progressivement pour qu'elles atteignent des tailles critiques. Donc ça, c'est un élément. 50% de la stratégie, c'est ça. Et puis 50%, on en a parlé, c'est de trouver ces ultra-niches, de les découvrir. C'est presque une chasse au trésor. On vient d'acheter... la semaine passée, un salon à Paris qui est leader mondial dans son secteur. Je peux malheureusement pas vous dire lequel. Il faut chercher, il faut surfer, parce que je suis lié par une clause de confidentialité. Et on est déjà en train de faire une étude de marché. Donc nos équipes font des études de marché pour le cloner aux États-Unis. Ça n'existe pas. Et en Asie, parce que ce thème-là n'existe pas encore. Donc il y a un côté Indiana Jones, aventurier, de dire je cherche ce secteur qui n'est pas encore couvert dans d'autres continents, qui est très couvert en Europe, c'est un marché très mature, très sophistiqué, c'est là qu'on trouve les sujets les plus pointus, et donc il faut les trouver en Europe, et puis il faut aller les cloner, un peu comme un aventurier, sur d'autres continents. Donc ça, c'est la seconde partie de la stratégie d'internationalisation du groupe. Bien écoutez, donc entretien passionnant et on arrive au terme de cet entretien et je voulais vous poser une question. Finalement, vous allez avoir des étudiants qui vont suivre notre cours. Est-ce que vous auriez des challenges stratégiques à leur proposer? Et je vous invite alors à leur finalement faire passer ce message directement. Quels seraient les challenges stratégiques pour Artexis? Parce qu'ils pourraient peut-être vous aider dans votre réflexion stratégique de demain.
Ah mais très très bien, je vous remercie de me mettre au défi, de me faire collaborer avec vos étudiants. Je pourrais penser à deux challenges que je pourrais vous soumettre. Le premier, c'est que donc nous avons 8 halls d'exposition ou des centres de congrès en Belgique et en Suède, et que le taux d'occupation de ces halls d'expo est à peu près de 50% sur toute l'année. Donc 50% du temps, ces halls d'exposition sont vides, ou ces centres de congrès sont vides. Si l'un d'entre vous a des bonnes idées, des bonnes idées pour démarrer de nouvelles activités dans ces halls d'expo qui sont vides, eh bien, ce sera absolument fantastique pour la stratégie de l'entreprise. Peut-être le second challenge, si on se tourne alors plus vers l'autre métier, donc l'organisation de salons. On parlait tout à l'heure de cette digitalisation de l'économie. On a développé une offre que vous trouvez sur notre site easyfairs.com, une offre de online 365. Donc c'est un salon qui dure un peu toute l'année, pas seulement 2 jours ou 3 jours. C'est rendre donc des services pour que exposants et visiteurs puissent entrer en communication plus facilement. C'est une palette de services pour faciliter, par l'outil informatique, faciliter la rencontre entre le visiteur et l'exposant, l'acheteur et le vendeur. Donc on est aujourd'hui, je dirais, on a une version bêta, je dirais presque, elle fonctionne, elle tourne, de ces services de rencontre, mais toutes les idées qui nous permettraient de rendre la participation, la visite ou la participation comme exposant à un salon plus efficace, que nous pourrions intégrer dans cette offre Online 365 qui rendrait le salon plus efficace, eh bien ça ce serait vraiment exceptionnel de pouvoir recevoir vos meilleures idées pour que cette rencontre se fasse de manière plus efficace. Merci beaucoup pour cet entretien et bon vent à Artexis. Merci beaucoup, merci à vous.